Bonjour, bonjour, c'est Ben Becker des équipes Onda Bulle et Pop Campus de Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 FM et je suis en cette journée du 4 juillet 2019 à Japan Expo, 20e du nom et pour ses 20 bougies. Et on termine cette journée avec une très belle interview en compagnie de Jérôme Alquier. Salut Jérôme. Salut. Les Clermontois te connaissent déjà un petit peu, mais là, on n'a que 15 minutes chrono pour faire cette petite interview. Donc, on croise les doigts pour te revoir à Clermont, peut-être l'année prochaine, pour notre Clermont Geek Convention, parce qu'on sait que c'est toi qui es l'auteur de nos affiches. On va avoir un petit mot pour les Clermontois ? Oui, alors moi j'avais eu un très très bon souvenir quand j'étais venu à Clermont la dernière fois. Alors ça date maintenant d'il y a presque 3-4 ans je pense. Mais c'était super sympa. Alors je ne sais pas si je pourrais venir cette année parce que je suis en bouclage pour l'album suivant. Mais si c'est possible, en tout cas je reviendrai. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Eh ben, on t'attend avec grand plaisir. Donc je t'interviewe dans le cadre de la sortie de Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, le tome 1 qui est sorti il y a quelques jours, le 28 juin, et déjà un gros succès en librairie ici, on y reviendra. Et du coup, j'aurais bien parlé un peu de ton parcours entre surnaturel, mythique, tes illustrations durant les années 2000, etc. Mais ça sera lors de ta prochaine venue à Clermont. Sache que je t'attends avec impatience. Donc du coup, on est sur ton stand, un magnifique stand à côté de l'expo Gonagai. Déjà, une première impression sur cette première journée? Écoute, c'est très dense un Japan Expo parce qu'il y a énormément de monde, donc ça change un petit peu des festivals style Clermont Geek qui sont un petit peu plus, enfin de taille un petit peu plus humaine avec la possibilité de passer un peu plus de temps avec les gens, tu vois, pour discuter. Là, c'est vrai qu'il faut aller très très vite. Donc ça, c'est un petit peu le petit bémol, mais sinon l'accueil est formidable, le stand est exceptionnel, l'éditeur a mis les petits plats dans les grands pour me recevoir dans les meilleures conditions, je suis très touché. Les albums sont super bien édités, sont super bien publiés, donc je suis très content de dédicacer dessus. C'est la première fois du coup que je dédicace dessus en plus parce que je n'ai pas eu l'occasion de faire de première sortie la semaine dernière. Et voilà, l'accueil du public, il est pour le moment vraiment très très positif. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est vrai que les collectors sont tous partis ou quasiment. Il doit en rester peut-être une petite dizaine. Ce qui fait que voilà, on peut parler de succès au moins pour les collectors. En tout cas, les fans ont répondu présent et j'ai l'impression des retours que je peux avoir que les fans ont l'air d'être contents du produit fini. Voilà, c'est important en fait quand tu fais un truc sous licence. Tu te dis que voilà, tu as la chance d'être sur une licence, mais ça veut dire aussi des responsabilités derrière. Et c'est facile de se planter, c'est facile d'être à côté de la plaque. Bon, alors je touche du bois que ça ne soit pas le cas pour les tomes 2 et 3, mais a priori pour le tome 1, c'est vrai que l'accueil est très positif, que ce soit en termes de dessin, en termes de scénar. Et puis la collaboration avec Leiji Matsumoto, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Tu m'étonnes, et puis tu as fait monter la température sur ta page Facebook depuis quelques mois, donc je suis tout ça. Donc j'avais prévu plein de questions, j'en posais une pour vraiment l'ensemble. C'est d'où vient cette passion, cette fascination pour Albator sur cet univers de Matsumoto qui te permet aujourd'hui de réaliser ce rêve? Je suis de la génération de 75, donc j'ai grandi avec les dessins animés des années 80. Albator faisait partie de ces dessins animés-là, mais j'étais un poil trop jeune pour le découvrir. Et du coup, je l'ai découvert sur le tard. C'était dans l'année 94 avec Télévisateur 2. Et du coup, quand je suis tombé dessus, c'était après les Senseiya, après Dragon Ball, etc. J'ai vu ça, c'est génial, c'est exceptionnel, c'est trop bien dessiné. L'histoire, elle est excellente, c'est dramatique. Enfin, tous les trucs, tu sais, que j'aimais bien dans les chevaliers, le côté un peu sacrificiel, etc. Et là, je tombe là-dessus, c'est vraiment exceptionnel. En plus du space opéra, qui ne se faisait quasiment plus dans les années 90, on était passé un peu à autre chose. Et voilà, du coup j'ai voulu en savoir beaucoup plus sur cette série-là. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens de communication d'aujourd'hui. Donc je suis parti dans une quête invraisemblable pour trouver tout ce qui existait dessus, en échangeant des cassettes vidéo, enfin bref, j'en passe des vertes et des pas mûres. Et puis j'ai comme ça réussi, comme un peu un puzzle, à remonter tout l'univers, une partie de l'univers de Leiji Matsumoto. Et à chaque fois que je trouvais une nouvelle pièce, ça me créait plein de questions supplémentaires. Et en fait, cette fascination, elle est venue de là, tu vois, d'essayer de remonter essayer de comprendre la chronologie, tous les personnages, les éventuels crossovers qu'il pouvait y avoir entre les différentes séries, en Galaxy Express, etc. Et voilà, je pense que c'est de là que vient vraiment la passion. Et puis le dessin était vraiment aussi pour quelque chose. Le personnage est extrêmement charismatique. La série, plus particulièrement 78, elle est un peu particulière parce que pas du tout manichéenne comme on avait l'habitude d'avoir dans les années 80. Et voilà, tout ça, ça fait que je me suis complètement passionné pour l'univers de Matsumoto. Et après, pour en arriver à faire une BD sur, comme aujourd'hui, comme Mémoire de l'Arcadia, c'est cette passion-là. Et puis aussi en parallèle, le plaisir de faire de la BD que j'ai fait, tu en as parlé toi-même, avec Surnaturel dans les années 2010. Et je voulais refaire de la BD une fois que Surnaturel s'est arrêté. Et c'était la bonne occasion peut-être de lier les deux.
Et juste avant de te rencontrer là tout de suite maintenant, j'ai assisté à la conférence de presse de Leiji Matsumoto. J'ai eu le droit à une question et je lui demandais, voilà, j'ai parlé de ton projet, je voulais savoir comment il l'avait ressenti, pourquoi il avait accepté. Et il a dit, sa seule condition, c'est qu'il fallait que tu prennes plaisir et que quand on découvrait ton ouvrage, qu'on prenne autant plaisir que toi, tu en as pris pour le réaliser. Ouais, bah c'est une des réponses qui m'a le plus touché quand on a fait nos échanges. Bien sûr, il a commenté attention tel personnage, attention tel élément scénaristique. Alors c'est très très intéressant, c'était toujours très très pointilleux, que ce soit lui ou bien aussi Akita Shoten qui était derrière, qui est l'éditeur japonais, qui connaît sur le bout des doigts l'œuvre de Matsumoto et qui était là aussi pour bien diriger. Mais je dois reconnaître que la remarque qui m'a le plus touché, c'était on voit à quel point vous êtes passionné de mon personnage et de ma licence. Ça se retranscrit au travers de chaque page, au travers de chaque dessin, au travers des couleurs, et comme tu as dit, continuer à prendre du plaisir à faire ça. Quand il m'a dit ça, ça m'a en même temps encore plus fait monter la pression et totalement libéré aussi en même temps. Tu vois, c'est un peu paradoxal, mais m'a totalement libéré de me dire, mais j'ai une chance folle, quoi. c'est Voilà. Bon, après, il faut aller la chercher, cette chance-là. Il faut la créer. Mais voilà, je suis conscient d'avoir cette chance-là. Et je peux t'assurer que je la vis à fond avec beaucoup d'exigences personnelles, mais avec un plaisir sans borne. Ça fait 4 ans de travail quasiment sur ce projet pour arriver à ce tome 1. Il y a l'éditeur japonais, Akita Shoten Publishing, et donc Kana. Comment a été le processus de création entre la supervision, les différentes étapes de validation? Voilà, exactement. Alors le process, d'habitude, Akita Shoten nous demandait en fait 4 étapes, c'est-à-dire le scénario, le storyboard, la planche crayonnée et après la planche définitive. Habitude ancrée chez eux, mais nous on rajoutait la couleur. Moi, c'était pas vraiment possible de travailler comme ça parce que j'ai pas de planche crayonnée en fait. Je fais tout de manière très séparée, les persos à part, les décors à part, je remonte tout après. Donc on a demandé si c'était possible de sauter la 3e des étapes. On s'est dit bon, ok, on veut bien voir ce que ça donne. Et puis du coup, le process s'est mis en place comme ça. Donc on envoyait, on avait les retours très très rapidement. Et c'est ça qui fait la force aussi de cette équipe, c'est-à-dire Leiji Matsumoto, Akita Shoten, Kana et moi. C'est qu'en fait, il y a des allers-retours qui sont très rapides. C'est pas toujours le cas dans d'autres circonstances, mais là, en l'occurrence, sur ce projet-là, c'est très très rapide. Et voilà, et donc ce process de validation, quand on a envoyé les premières planches, tu vois, qui étaient en grillant une étape, on avait un petit peu peur du retour, et en fait le retour a été exceptionnel, quoi. Maître Matsumoto, il était emballé par les couleurs, il trouvait ça. En fait, c'est pas très naturel pour eux d'avoir ces couleurs-là dans une bande dessinée, dans un manga, et on nous disait, on a l'impression d'un livre d'art, quoi, tu vois, d'un artbook, et le côté un peu luxueux de l'objet, et je pense que ça leur plaît énormément. Au départ, c'était un petit frein, on avait l'impression, tu vois, quand on discutait avec Akita Shoten, qu'ils auraient été tentés qu'on fasse un peu du manga, c'était plus facile pour eux de le sortir chez eux. Et puis finalement, ce qui était une petite réticence est devenu une arme pour aller vraiment dans quelque chose de différent de ce que les Japonais ont l'habitude de faire, pour amener un savoir-faire un petit peu plus européen, quoi, sur une licence japonaise. Et je pense que le résultat, il est dans cette ligne-là. Et puis même pour le public, pour qui est destiné Mémoire de l'Arcadia, c'est des gens qui ont grandi dans les années 80, qui ne connaissaient pas le manga à l'époque. Hein. Je pense pour toi c'est pareil, tu connaissais certainement pas les BD noir et blanc, on connaissait le manga par l'intermédiaire des dessins animés. Et le souvenir des gens, c'est un souvenir télévisuel. Donc voilà, plein de couleurs. Et ça me semblait naturel de partir justement sur de la couleur. Exactement, et donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas parmi nos auditeurs, c'est un format franco-belge et non pas un manga, comme tu disais, pour la cible notamment, pour la nostalgie et autres, donc peut-être que ça appellera donc peut-être d'autres formats, on verra, mais bon, là tu es lancé sur 3 tomes sur ce format-là, la suite nous le dira, mais avant que tu nous racontes un petit peu l'histoire pour nos auditeurs, auditrices de ce premier tome, moi j'ai une petite question sur le titre. Alors, on le connaissait sur Albator, on connaissait aussi Airlock. Là, tu as choisi Capitaine Albator. C'est toi qui as choisi. Comment a été le choix de ce titre? Alors, le choix, il s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, le choix du mot Albator plutôt que Airlock était incontestable pour le marché français. Clairement, le public de Mémoire de l'Arcadia, c'est un public fan. Lui, évidemment, qui connaît Airlock, il n'y a pas de problème. Mais aussi un grand public qui est peut-être pas accroché au manga comme
comme tous les gens qui circulent à la Japan Expo et qui n'ont comme vraiment souvenir de ce personnage-là que le dessin animé qui s'appelait Albator. On parle même en France de Génération Albator. Et puis c'est un peu la touche française aussi. C'est un projet qui est francophone, on s'en rend pas compte, mais c'est un projet qui est francophone, fait par un Français pour un public théoriquement français. Après qu'il sorte au Japon, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Il est sorti il y a 3 semaines. C'est génial, je veux dire, c'est exceptionnel. Et évidemment qu'il retrouve son nom d'Arlok là-bas. Mais pour nous, c'était important, tu vois, de montrer que c'était un projet français. Bien entendu supervisé par le Japon. Après, pour ce qui est mémoire de l'Arcadia, c'est lié à 2 choses. La première, c'est que le projet était développé comme étant une sorte de monologue, tu vois, Albator qui parle un peu à son journal de bord. Au début de chaque scène ou au début de chaque chapitre, il y a comment on appelle ça, des encarts en fait de monologues, comme c'est pas des dialogues, hein, si tu veux, c'est il s'enregistre. Et donc il y avait une notion de journal de bord, et mémoire de l'Arcadia, ça fait penser vraiment aux mémoires d'un vaisseau, quoi. Et puis mémoire fait aussi référence au personnage qui est la mémoire de l'Arcadia, qui est dans l'ordinateur, qui est le meilleur ami d'Albator, le personnage de Toshiro, qui a une place vraiment très très importante parce que Albator il tourne autour de la Terre pour protéger Stelly, la fille de Toshiro. Et ce lien-là, qui n'existait pas dans le manga original, parce que Stelly on n'en parle quasiment pas ou pas du tout. Le personnage ayant été mis pour le dessin animé. Il est vraiment très très présent dans Mémoire de l'Arcadia, et j'aime travailler sur la relation justement entre Stelly, alors je dis Stelly pour les Français, mais c'est Mayu en VO, Mayu et Albator, qui c'est une comment dire, ça permet de présenter Albator avec 2 facettes différentes. On connaît le pirate très noir de visage, enfin c'est pas Jojo la joie quoi, Albator, hein. C'est quelqu'un qui est assez noble, assez courageux et assez fermé aussi de visage, voilà, impitoyable. Et il change complètement d'attitude dès qu'il est avec Stelly et son ocarina, il devient extrêmement attendri. Et j'aime travailler sur ces 2 aspects du personnage, j'aime les dessiner des 2 façons. Et tu verras dans le tome 2, même si on ne va pas spoiler, mais dans le tome 2, ma concentration, c'est la relation Albator-Stelly, quoi. Et on ressent bien donc toute ta passion, tout ton amour pour l'œuvre dans ce premier tome que j'ai forcément apprécié, hein. Et du coup, dès la première page, on voit des messages forts, notamment par rapport à l'état de la Terre, l'écologie et puis l'évolution humaine. Voilà, ils sont paresseux, c'est que le plaisir avant tout. Tu voulais passer un message aussi au lecteur aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, mais c'est l'œuvre de Leiji Matsumoto. Là-dessus, je n'ai rien inventé. C'est ça qui est absolument hallucinant avec les œuvres de science-fiction, c'est qu'il y en a, bon, quand tu les lis 40 ans après, tu dis ouais, bon, ok, on a pris une totale autre direction, c'est totalement vieux, has-been, machin. Mais l'œuvre de Matsumoto, c'est absolument pas le cas. La robotique, enfin l'envie de vivre plus longtemps avec de la robotique, ça, c'est au cœur des discussions. L'écologie avec cette race extraterrestre qui représente un peu la nature, c'est des femmes végétales qui veulent recoloniser la planète, c'est-à-dire refaire en sorte que la nature retrouve ses droits sur une planète qui a été ravagée, déforestée, je ne sais pas si ça existe le terme, mais enfin tu vois ce que je veux dire, où l'homme a décidé de construire de manière vraiment anarchique partout. C'est des thèmes qui sont totalement d'actualité, c'est ça qui est hallucinant, quoi. C'était il y a 50 ans, 40 ans qu'il avait écrit ça, et en fait c'est exactement encore les thèmes d'aujourd'hui, quoi. On arrive au terme de notre entretien. Les 2 petites questions. Si je te dis simplement Richard Darbois. Un grand monsieur. Alors je t'aurais répondu il y a quelques mois, une grande voix qui bien sûr est connue pour le génie d'Aladin, pour Buzz l'éclair, pour Batman Animated et pour évidemment tous ces acteurs américains qu'il a doublés comme Harrison Ford encore aujourd'hui, comme Patrick Swayze, Richard Gere, etc. Et bien sûr comme voix d'Albator en 1979. Et il a été formidable parce qu'il a accepté spontanément de répondre présent pour la bande-annonce d'Albator. Ça fait partie aussi, tu vois, quand je te parlais de French Touch, de Mémoire de l'Arcadia, mais ça aussi, je n'imaginais absolument pas la bande-annonce dite par quelqu'un d'autre que Richard Darbois. Et maintenant que j'ai pu discuter avec Richard, qu'on a échangé, etc., avant même encore sa gentissime voix que tout le monde connaît, c'est un monsieur extraordinaire, d'une gentillesse, mais alors, tu n'as même pas idée, et d'une humilité qui ferait certaines dites stars feraient bien de prendre exemple sur des gens comme ça, voilà. Et je lui tire un grand coup de chapeau et je le remercie vraiment parce que voilà, il a fait un très très beau cadeau aux fans d'Albator en faisant la bande-annonce pour moi. Et dernière question qu'on a pour habitude de poser à Ondabule, c'est à quoi ressemble ton atelier, ton espace de travail? Tu peux nous le décrire? Ouais, alors écoute, il est assez basique, mais
je fais les dessins devant moi, puis je me tourne vers la droite pour travailler à l'ordinateur. Et comme je suis dans le salon, j'ai pas le droit de faire trop de Bronx. Donc voilà, ma femme y veille. Mais malgré tout, il y a quand même un petit peu des cartons partout et des piles d'originaux partout. Parce que comme je te disais, comme je ne fais pas de planche originale, j'ai beaucoup de feuilles pour faire des originaux. Donc ça monte presque au-dessus de ma tête à ma gauche. Eh ben, merci pour cette interview. Si tu vois Ledji, qu'est-ce que tu vas lui dire là, durant ces 4 jours? Alors je l'ai vu ce matin. C'était notre première rencontre. Et j'avais préparé un texte. Alors j'étais terriblement intimidé en face de lui, mais j'avais préparé un texte où j'avais dit que, enfin, je m'étais dit dans la tête, je lui dirais que je le remercie pour tout l'univers qu'il a créé, je le remerciais de m'avoir permis de toucher à son personnage et de pouvoir offrir en France une nouvelle aventure sur son personnage, etc. Et j'ai pas eu le temps de dire tout ça. Il m'a regardé dans les yeux, il a, avec sa main droite, il s'est tapé sur le cœur et il m'a dit: je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le personnage. Et voilà quoi, je crois que voilà, tout a été dit. J'étais au bord des larmes, mais c'était quelque chose de très émouvant de rencontrer le maître et de voir qu'il était reconnaissant par rapport à la petite pierre, la modeste pierre qu'on essaie d'apporter pour faire briller encore plus son personnage. Parce que c'est ça l'objectif, hein. C'est pas tirer la couverture vers nous ou quoi que ce soit. C'est de faire briller le personnage et que la jeune génération continue à lire Albator, quoi. Je suis très content pour toi que ce rêve d'enfance soit réalisé. Bonne continuation pour ce salon et puis on se dit à bientôt à Clermont, peut-être en 2020, mais certainement en 2021, le temps que tu poursuives cette aventure. Merci Jérôme. Merci à vous.